Les gens n'attaquent pas ta faiblesse, ils attaquent ton potentiel. Tant que tu doutes de toi-même, tout le monde te rassure. On te dit que tu as le temps, que ce n'est pas grave, que tu finiras bien par trouver ta voie. Tant que tu restes petit dans tes ambitions, dans tes décisions, dans ta vision, tu es souvent apprécié, accepté, presque confortable pour les autres. Ton incertitude les rassure. Ton hésitation leur confirme qu'eux aussi ont le droit de ne pas avancer. Tu deviens, sans le savoir, une sorte de permission collective à la stagnation. Une validation silencieuse que l'immobilité est acceptable, que rester là où l'on est, figé dans ses habitudes, ses peurs et ses demi-mesures, est une façon normale d'exister. Et tant que tu joues ce rôle-là, tant que tu incarnes cette version rassurante et inoffensive de toi-même, le monde autour de toi reste paisible, prévisible, confortable. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans cette dynamique, quelque chose que la plupart des gens ne formulent jamais clairement, mais ressentent confusément. On te tolère davantage dans ta médiocrité que dans ta grandeur. On t'aime davantage incomplet qu'accompli. On te soutient davantage dans tes questions que dans tes réponses, parce que tes questions ne dérangent personne. Elles n'obligent personne à se remettre en cause. Elles ne brisent aucun équilibre. Elles s'inscrivent dans un ordre familier où tout le monde cherche sans trouver, où tout le monde s'agite sans vraiment avancer. Tes doutes sont contagieux dans le bon sens du terme. Ils légitiment les doutes des autres. Ta confusion leur permet de continuer à se dire que la confusion est universelle, que personne n'y échappe, que l'incertitude est le lot commun de l'humanité, et non le symptôme d'un manque de travail sur soi. Dans cet état, tu es ce que l'on pourrait appeler un allié inconscient de l'immobilité collective. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ta faiblesse visible sert de miroir rassurant à ceux qui ne veulent pas regarder la leur. Tu portes une partie de leur insécurité collective, et en le faisant, tu leur rends un service qu'ils n'ont jamais demandé explicitement, mais dont ils bénéficient pleinement. Ton potentiel non réalisé est pour eux une forme de confort. Mais dès que tu commences à évoluer, quelque chose change. Les critiques apparaissent, parfois subtiles, parfois directes, les tensions aussi. On commence à t'observer différemment, à commenter tes choix, à questionner tes décisions. Comme si ta progression créait un bruit dans un environnement qui était jusque-là silencieux. Un bruit gênant, presque indécent. Le bruit de quelqu'un qui sort du rang. Le bruit de quelqu'un qui ose. Et dans cet environnement habitué au silence de la médiocrité confortable, ce bruit-là résonne plus fort qu'on ne le croit. Il traverse les murs des certitudes établies. Il réveille des questions que personne ne voulait poser. Il introduit une instabilité dans un système qui s'était organisé précisément pour l'éviter. Ce que tu perçois d'abord comme de l'indifférence se transforme progressivement en quelque chose d'autre. Une légère froideur dans un regard. Une remarque glissée entre deux phrases. Un silence là où il y avait autrefois de l'enthousiasme. Puis avec le temps, des résistances plus claires, des mises en garde habillées en conseils, des questions rhétoriques qui ne cherchent pas vraiment de réponse. Et derrière tout cela, une seule et même chose. Ta progression dérange. Elle dérange parce qu'elle était inattendue. Elle dérange parce qu'elle contredit le récit que certains s'étaient construits à ton sujet. Tu étais censé rester là où tu étais. Tu étais censé confirmer par ton immobilité la validité de la leur. Et tu as choisi autre chose. Pourquoi? Parce que ta progression devient un miroir. Elle rappelle aux autres ce qu'ils repoussent, ce qu'ils reportent, ce qu'ils n'ont jamais osé tenter. Elle expose sans ménagement et sans intention malveillante le fossé entre ce qu'ils auraient voulu faire et ce qu'ils ont réellement fait. Entre les rêves énoncés lors de soirées et les matins passés dans les mêmes habitudes. Entre l'ambition proclamée et la vie réellement construite. Ce fossé, ils l'avaient appris à ignorer. Ils avaient développé des mécanismes sophistiqués pour ne pas le voir. L'ironie, la relativisation, la philosophie du « à quoi bon », l'éloge du réalisme comme vertu suprême. Et ta progression vient fracasser ces mécanismes, l'un après l'autre, sans même que tu aies besoin de dire un mot. Il suffit que tu existes dans ta transformation pour que leur système de défense soit mis à l'épreuve. Il suffit que tu sois là, avançant, construisant, progressant, pour que leur équilibre fragile commence à trembler. Ce n'est pas que tu les provoques, c'est que ta seule présence dans ton nouveau réel est une provocation involontaire pour ceux qui ont choisi de ne pas changer. Par exemple, quelqu'un qui se met à entreprendre, alors que son entourage reste dans la sécurité du salariat, va souvent entendre « tu prends trop de risques ». Ce n'est pas réaliste, reste prudent. En apparence,
ce sont des conseils raisonnables. Dans les faits, ce sont souvent des projections inconscientes. Ceux qui les formulent n'ont peut-être jamais essayé parce qu'ils avaient peur, et ta tentative les confronte à ce choix qu'ils n'ont jamais assumé. Alors ils rationalisent leur inaction en la déguisant en sagesse, et ils tentent, sans même s'en rendre compte, de te convaincre d'adopter la même posture. Parce que si tu réussis, leur sagesse devient une lâcheté. Parce que si tu prouves que c'était possible, leur prudence devient une excuse. Et personne ne veut découvrir que ce qu'ils prenaient pour de la sagesse n'était que de la peur bien habillée. Ce mécanisme n'est pas toujours conscient. La plupart du temps, ces personnes croient sincèrement t'aider. Elles croient sincèrement que leurs doutes sont fondés sur ta réalité, alors qu'ils sont fondés sur leur propre peur. C'est là toute la subtilité de la projection psychologique. Elle se présente toujours sous les traits de la bienveillance, de la raison, parfois même de l'amour. Elle arrive avec un visage chaleureux, un ton préoccupé, des arguments qui sonnent sensés. Et c'est précisément parce qu'elle se déguise si bien que tu peux, si tu n'y prends pas garde, la confondre avec un vrai conseil et la laisser influencer tes décisions. La projection psychologique est l'une des formes les plus insidieuses d'influence négative, précisément parce qu'elle ne se reconnaît pas comme telle. Celui qui projette n'est pas un ennemi déclaré. Il n'a pas de mauvaises intentions explicites. Il est simplement quelqu'un qui n'a pas résolu ses propres contradictions intérieures et qui les dépose sans le savoir sur toi. Il te tend ses peurs comme si c'était des vérités universelles. Il t'offre ses limitations comme si c'était des constats objectifs. Et si tu les acceptes, tu portes désormais à la fois ton propre chemin et le poids de ses renoncements. Niccolò Machiavelli avait déjà mis en lumière une dynamique humaine simple mais brutale. Les hommes tolèrent facilement ce qui échoue, mais ils deviennent hostiles face à ce qui réussit ou s'élève. Non pas uniquement par haine, mais souvent par déséquilibre intérieur. Machiavelli n'idéalisait pas la nature humaine. Il l'observait avec une lucidité clinique et en tirait des principes que l'on retrouve siècle après siècle dans les mêmes comportements répétés. La résistance à l'ascension d'autrui n'est pas une anomalie, c'est une constante anthropologique. Elle est présente dans toutes les cultures, dans toutes les époques, dans tous les milieux sociaux. Elle prend des formes différentes selon les contextes, mais sa racine est toujours la même. L'ascension d'un individu dans un groupe redistribue symboliquement le pouvoir, le prestige et la valeur perçue au sein de ce groupe. Et personne ne cède volontiers sa part de ses ressources symboliques, même quand cette cession ne lui coûte rien de concret. Machiavelli comprenait que le pouvoir n'est jamais neutre. Il attire, il provoque. Il génère des alliés et des ennemis, non pas selon la justice ou la morale, mais selon les intérêts et les peurs en jeu. Et dans le théâtre de la vie ordinaire, la même mécanique opère à une échelle plus petite, mais avec la même intensité. Ton ascension personnelle, aussi modeste soit-elle, redistribue des cartes que certains avaient apprises à tenir d'une certaine façon. Et quand les cartes bougent, les joueurs réagissent. Parce qu'un individu qui avance modifie l'équilibre autour de lui. Il dérange les habitudes, il dérange les excuses, il dérange même les certitudes confortables. Il est plus facile de maintenir sa propre immobilité quand tout le monde autour de toi est également immobile. Quand un membre du groupe commence à bouger, la comparaison devient inévitable. Et la comparaison est l'une des choses les plus difficiles à supporter pour un ego qui n'a pas encore appris à se regarder honnêtement. Elle est douloureuse parce qu'elle révèle un écart. Et tout écart révélé est une invitation à agir, une invitation que certains ne veulent pas recevoir parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts à y répondre. L'immobilité collective fonctionne comme un pacte silencieux. Personne ne l'a signé explicitement. Personne ne l'a formulé à voix haute. Mais il est là, présent dans chaque non-dit, dans chaque encouragement retenu, dans chaque ambition ridiculisée avant même d'être tenté. Ce pacte dit en substance « Nous ne bougeons pas, donc nous ne nous jugeons pas. Nous restons ensemble dans cette immobilité. » Et nous appelons cela la solidarité, la modestie, le réalisme. Et tant que tout le monde respecte ce pacte, la paix règne. Mais dès que tu décides de le rompre en avançant, le pacte est violé. Et les autres réagissent à cette violation. Un ami qui décide de reprendre ses études après des années peut soudain entendre des phrases déguisées en conseils. Tu es sûr que c'est une bonne idée à ton âge? Tu devrais plutôt te stabiliser. Une personne qui commence à se discipliner, à travailler sur elle, peut devenir excessive aux yeux de ceux qui ne font rien de différent.
Son lever matinal devient une critique implicite de leur grasse matinée. Son alimentation rigoureuse devient un reproche silencieux face à leurs excès. Sa discipline personnelle devient un standard qu'ils n'ont pas demandé, mais auquel ils se sentent soudainement comparés. Sa régularité devient une accusation voilée contre leur irrégularité. Sa cohérence devient une mise en question de leurs contradictions. Et tout cela se passe sans qu'un seul mot de reproche ait été prononcé. Tu n'as rien dit, tu as juste fait. Et c'est précisément cela qui est insupportable pour ceux qui continuent à ne pas faire. Parce que tes actes silencieux parlent plus fort que n'importe quel discours. Parce que ta cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est un niveau d'intégrité que certains ne peuvent pas atteindre sans d'abord reconnaître qu'ils ne l'ont pas. Et cette reconnaissance-là, ils la refusent. Alors ils préfèrent te critiquer. Un projet qui commence à fonctionner attire parfois des sourires forcés, des silences étranges ou des remarques minimisantes. C'est bien, mais ça va durer. Tu as eu de la chance. Attends de voir sur le long terme. Ces phrases, prononcées d'un ton presque affectueux, ont une fonction précise. Elles tentent de réintroduire le doute là où tu as commencé à trouver de la clarté. Elles cherchent à ramener l'incertitude dans un espace où tu commençais à avancer avec confiance. Elles fonctionnent comme des graines semées dans un sol que tu as mis du temps à préparer. Elles espèrent que tu vas les arroser toi-même, les nourrir de tes propres angoisses et finir par produire le découragement qu'elles plantaient en toi. La mécanique est sophistiquée parce qu'elle exploite ta propre conscience de l'échec possible. Tu sais que rien n'est garanti. Tu sais que les projets peuvent échouer. Et ces phrases s'engouffrent précisément dans cette fenêtre d'incertitude que tu avais choisi de traverser malgré tout. Elles utilisent ta lucidité comme une arme contre ton courage. Alors certains essaient de te ralentir sans confrontation directe, par des moqueries légères, des doutes semés au bon moment, des critiques habillées en bienveillance. Je dis ça pour toi. Je te connais, tu vas te fatiguer. Tu te mets trop de pression. Ces formules ont en commun de te repositionner comme quelqu'un qui exagère, qui va trop loin, qui ne sait pas mesurer ses forces. Elles tentent de normaliser la modération, de valoriser la retenue, de faire de ton ambition un défaut et de ta discipline une forme de rigidité maladive. Elles transforment ta force en symptôme. Elles rebaptisent ton engagement en obsession, ta rigueur en excès, ta vision en illusion. Et si tu n'as pas un ancrage intérieur suffisamment solide, tu peux finir par adopter toi-même ce vocabulaire et commencer à douter de ce qui était, jusqu'à ce moment-là, ta plus grande clarté. Ce n'est pas toujours ta chute qu'ils cherchent, c'est ton ascension qu'ils veulent inconsciemment contenir, parce qu'elle oblige chacun à se repositionner face à sa propre inaction. Ta réussite ne les détruit pas, elle les déplace. Elle les force à réorganiser leur récit intérieur, à trouver de nouvelles justifications, à reconstruire une cohérence entre qui ils disent être et ce qu'ils font réellement. Et ce travail-là est inconfortable, douloureux même. Alors plutôt que de le faire, certains préfèrent tenter de ramener l'environnement à son état antérieur, c'est-à-dire à un état où personne n'avance vraiment et où ce statu quo peut continuer à se présenter comme une normalité. Ce désir de retour à l'état antérieur est profondément humain. Il ne procède pas nécessairement d'une mauvaise nature. Il procède d'un instinct de conservation psychologique. Quand l'environnement change, quand les repères bougent, quand ce qui était stable devient mouvant, l'être humain cherche à retrouver la solidité qu'il a perdue. Et si cette solidité ne peut pas se reconstruire par la croissance personnelle, elle cherche à se restaurer par le retour à la situation antérieure, c'est-à-dire par ton immobilisation. Carl Jung avait une façon d'expliquer cela qui complète parfaitement l'analyse de Machiavelli. Pour Jung, ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Ce que nous refusons de voir dans notre propre vie, nous l'attribuons à ce que nous voyons dans la vie des autres. L'homme qui n'a jamais osé quitter son emploi confortable ne voit pas simplement un entrepreneur quand il te regarde. Il voit sa propre lâcheté non assumée. La femme qui n'a jamais travaillé sa discipline corporelle ne voit pas simplement quelqu'un de sain quand elle te regarde. Elle voit son propre abandon de soi. Et pour ne pas supporter ce reflet, elle le critique, le minimise, le relativise. Jung appelait cette partie de nous-mêmes que nous refusons d'intégrer l'ombre. L'ombre n'est pas uniquement composée de nos défauts. Elle contient aussi nos potentiels non réalisés, nos ambitions refoulées, nos désirs étouffés au nom de la sécurité ou de la conformité. Quand tu avances vers ton potentiel, tu réveilles l'ombre des autres. Tu leur montres ce qu'ils portent en eux et qu'ils ont choisi d'enfouir. Et l'ombre réveillée
lorsqu'elle n'est pas intégrée consciemment, ne se retourne pas contre son porteur. Elle se projette sur toi. Elle te désigne comme la cause du malaise, comme l'élément perturbateur, comme le problème à résoudre. Ce n'est pas toi qu'ils attaquent, c'est leur propre ombre qu'ils ne veulent pas regarder. L'individuation, ce processus que Jung décrivait comme le chemin vers la totalité de soi, est précisément le travail que la plupart des gens évitent. C'est un travail solitaire, exigeant, inconfortable. Il demande de regarder en face ce que l'on a mis des années à ignorer. Il demande d'accepter ses contradictions, ses peurs, ses renoncements, sans les minimiser ni les justifier. Et quand il te voit faire ce travail, même imparfaitement, même partiellement, quelque chose en eux résiste. Non pas parce qu'ils te haïssent, mais parce que ton chemin leur rappelle le leur qu'ils ont décidé de ne pas emprunter. Car un homme ou une femme qui réalise son potentiel ne fait pas que changer sa vie. Il ou elle expose aussi, parfois sans le vouloir, le confort des autres choix. Et ce miroir-là n'est pas toujours agréable à regarder. Il révèle trop. Il révèle ce que l'on aurait pu faire si l'on avait eu le courage. Il révèle les années passées, à attendre le bon moment qui ne venait jamais. Il révèle l'écart entre la vie rêvée et la vie réellement vécue. Et cet écart, la plupart des gens préfèrent le maintenir dans l'obscurité, plutôt que de le confronter en pleine lumière. Parce que le confronter implique une responsabilité. Parce qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus prétendre qu'on ne le savait pas. Et cette perte de l'ignorance confortable est parfois plus difficile à supporter que la situation elle-même. Il y a des situations simples qui illustrent cela. Quelqu'un qui perd du poids, change de discipline de vie et commence à rayonner différemment peut recevoir des commentaires comme « tu es devenu trop strict » ou « tu as changé, tu n'es plus comme avant ». Ce « tu n'es plus comme avant » est particulièrement révélateur, comme si avant était un état à préserver, comme si la transformation était une trahison. Mais une trahison envers qui? Pas envers toi, envers l'image d'eux-mêmes qu'ils construisaient partiellement à travers ton immobilité. Ton ancienne version leur servait de point de comparaison favorable. Elle leur permettait de se sentir raisonnables, équilibrés, normaux par contraste avec tes excès présumés d'autrefois. Et maintenant que tu as changé, ce point de référence a disparu. Et ils doivent chercher ailleurs une façon de se situer favorablement. Une personne qui apprend à dire non après des années à tout accepter peut être perçue comme froide, alors qu'elle devient simplement plus alignée. Ces frontières nouvellement posées dérangent ceux qui profitaient de leur absence. Son refus de se laisser envahir est lu comme de l'arrogance par ceux qui confondaient sa disponibilité excessive avec de l'amour. Sa clarté devient une menace pour ceux qui vivaient dans l'ambiguïté confortable de sa complaisance. Parce que la complaisance de l'autre, quand on s'y est habitué, finit par être perçue comme un droit acquis. Et quand ce droit est retiré, la frustration est réelle, même si elle repose sur une prémisse fausse. Ce n'était jamais un droit. C'était une forme de sacrifice consenti. Et le jour où ce sacrifice s'arrête, certains vivent cela comme une injustice, alors que c'est simplement le retour à un équilibre plus sain. Et c'est précisément là que réside la leçon la plus importante de tout ce processus. La résistance que tu rencontres en grandissant n'est pas un signe que tu fais fausse route. C'est souvent le signe contraire. C'est le signe que tu touches à quelque chose de réel, que ta transformation est visible, que ta progression est suffisamment substantielle pour bousculer des équilibres établis. Les gens ne réagissent pas à ce qui n'a aucun impact. Ils réagissent à ce qui les déplace. Et si ta croissance provoque des réactions, c'est qu'elle a du poids, c'est qu'elle est réelle, c'est qu'elle n'est pas anodine. Et cette réalité, aussi inconfortable soit-elle à traverser, est l'une des confirmations les plus solides que tu es sur le bon chemin. Apprends à lire la résistance comme une information plutôt que comme une condamnation. Apprends à voir dans chaque critique non sollicitée un indicateur de ta progression. Non pas pour t'en réjouir cyniquement, mais pour ne pas te laisser arrêter par elle. La résistance est une donnée du réel. Elle fait partie du paysage de toute croissance authentique. L'ignorer complètement serait naïf. La laisser te définir serait une erreur encore plus grande. Ne sois donc pas surpris si, plus tu grandis, plus tu révèles les vraies intentions autour de toi. Certaines personnes t'encourageront sincèrement, d'autres te soutiendront à distance, et d'autres encore montreront une résistance que tu n'avais jamais soupçonnée. Ceux que tu croyais les plus proches peuvent parfois être les premiers à manifester cette résistance, précisément parce que ta proximité rend le miroir encore plus difficile à supporter. La distance protège, la proximité expose,
Et ceux qui te côtoient depuis longtemps ont parfois le plus à perdre symboliquement dans ta transformation, parce qu'ils en connaissent le point de départ et que la distance parcourue leur est d'autant plus visible et d'autant plus interpellante. L'évolution attire rarement uniquement l'admiration. Elle attire aussi la comparaison, parfois la jalousie silencieuse, parfois l'inconfort. Elle attire les projections, les réinterprétations de ton comportement, les tentatives de redéfinir qui tu es à travers un prisme qui correspond davantage à leurs besoins qu'à ta réalité. Tu deviendras arrogant aux yeux de ceux qui confondent confiance et prétention. Tu deviendras froid aux yeux de ceux qui confondent clarté et distance. Tu deviendras ambitieux aux yeux de ceux qui ont décidé quelque part en eux que l'ambition était dangereuse ou honteuse. Tu deviendras différent aux yeux de ceux qui avaient besoin que tu restes le même. Et dans tous ces regards, tu découvriras moins une vérité sur toi-même qu'une cartographie des peurs et des renoncements de chacun. La clé n'est pas de devenir méfiant envers tout le monde, mais de développer une stabilité intérieure suffisamment solide pour continuer à avancer sans se laisser déstabiliser par ces dynamiques humaines. Cette stabilité ne s'improvise pas. Elle se construit dans la répétition, dans la clarté de tes valeurs, dans la conscience de ta trajectoire. Elle se construit chaque fois que tu choisis d'agir en accord avec ta vision plutôt qu'en réponse aux attentes des autres. Chaque fois que tu traverses une période de pression extérieure, sans dévier de ton cap, tu renforces cette colonne vertébrale intérieure qui finit par devenir inébranlable. Chaque fois que tu entends une critique et choisis d'y réfléchir avec discernement plutôt que d'y réagir avec émotion ou de l'absorber par défaut, tu développes un muscle psychologique que très peu de gens cultivent. Cette stabilité intérieure n'est pas de l'arrogance, elle n'est pas de l'indifférence. Elle est le résultat d'un travail profond sur la connaissance de soi. C'est savoir suffisamment clairement qui tu es et où tu vas pour ne pas avoir besoin que les autres valident ta direction à chaque étape. C'est avoir une boussole interne assez fiable pour naviguer même quand les repères externes se brouillent, même quand les voix autour de toi se multiplient, même quand le doute revient frapper à ta porte avec de nouveaux arguments. Comprendre que ces réactions parlent souvent plus des autres que de toi permet de ne pas personnaliser inutilement les critiques. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du détachement cynique, c'est de la lucidité. C'est la capacité à voir ce qui se passe réellement derrière une remarque, derrière un silence, derrière une résistance, sans en faire une preuve de ton insuffisance, ni une raison d'arrêter. C'est comprendre que la projection d'autrui n'a pas besoin de ton accord pour exister, et qu'elle n'a certainement pas besoin de ta collaboration pour te définir. Tu n'as pas à te battre contre chaque projection. Tu n'as pas à corriger chaque malentendu. Tu n'as pas à convaincre chaque personne qui t'observe avec méfiance. Ta seule responsabilité est de continuer à être cohérent avec ce que tu construis et de laisser la réalité de tes actes parler à ta place, avec la patience et la constance que la vérité seule peut se permettre. Ce qui compte, c'est de rester cohérente avec ta trajectoire, d'accepter que la croissance dérange, que le changement crée des réactions et que tout cela fait partie du processus normal dès que tu sors de l'immobilité. Les périodes de transformation authentique sont rarement confortables, ni pour toi ni pour ceux qui t'entourent. Mais c'est précisément dans ces périodes que se révèle la qualité de ton ancrage intérieur. C'est là que tu apprends à distinguer les voix qui méritent d'être entendues de celles qui méritent simplement d'être comprises sans être suivies. C'est là que tu développes le discernement nécessaire pour trier parmi tous les signaux que tu reçois, ceux qui t'aident à t'affiner de ceux qui cherchent simplement à te ramener en arrière. La cohérence est l'arme la plus puissante que tu puisses opposer à la résistance extérieure. Non pas parce qu'elle convainc les autres, mais parce qu'elle te préserve, toi. Elle crée une continuité entre ta vision et tes actions qui finit par devenir plus forte que n'importe quelle pression externe. Elle construit jour après jour une identité solide qui ne dépend pas de l'approbation des autres pour exister. Et cette identité-là, une fois suffisamment enracinée, devient difficile à ébranler. Quelle que soit la nature ou l'intensité des résistances que tu traverses, il y a également une responsabilité dans la croissance que l'on mentionne rarement. Grandir, c'est accepter de ne plus être l'être rassurant que tu étais pour certains. C'est accepter que certaines relations ne survivront pas à ta transformation, non pas par malveillance de part et d'autre, mais parce qu'elles étaient construites sur une version de toi qui n'existe plus. Et ce deuil-là fait partie du chemin. Il est douloureux, il peut être traversé avec élégance, avec compassion, avec reconnaissance pour ce qui a été
sans pour autant permettre à la nostalgie de ce qui était de t'enchaîner à ce que tu n'es plus. Toutes les relations ne sont pas destinées à traverser toutes les phases de ton évolution. Certaines sont construites pour une étape précise de ta vie, pour une version précise de qui tu étais à ce moment-là. Et quand tu grandis au-delà de cette étape, ces relations peuvent devenir étouffantes, conflictuelles ou simplement creuses. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles correspondaient à un état de toi qui n'est plus. Accepter cela sans amertume, sans se sentir coupable de sa propre croissance, est l'une des formes les plus matures de lucidité que la vie demande. Il y a aussi une forme de solitude dans la croissance que peu de gens anticipent. Une solitude qui n'est pas l'isolement, mais l'espace inévitable qui se crée entre toi et ceux qui ne partagent pas ta trajectoire. Cette solitude-là peut être difficile à porter, surtout dans les premières phases de transformation, quand tu n'as pas encore rencontré les personnes qui correspondront à ton nouveau niveau d'exigence envers toi-même. Elle peut t'amener à douter, à vouloir revenir en arrière, à te demander si le prix de la croissance en vaut réellement la peine. Et la réponse, dans ces moments-là, ne se trouve pas dans le regard des autres. Elle se trouve dans la qualité de la vie intérieure que tu as commencé à construire, dans la solidité de l'homme ou de la femme que tu deviens. Au final, grandir, ce n'est pas seulement progresser vers quelque chose. C'est aussi apprendre à tenir debout quand ta progression devient visible. C'est apprendre à avancer sous le regard des autres, à absorber leurs projections sans les intégrer comme vérité, à traverser leur résistance sans la laisser redéfinir ta direction. C'est développer la capacité à rester toi-même, pleinement, sans excuses et sans explication, même quand ton évolution devient inconfortable pour ceux qui préféraient une version moins accomplie de qui tu es. C'est apprendre à habiter ta propre grandeur sans t'en excuser, sans la minimiser pour la rendre plus digestible, sans en faire cadeau à ceux qui ne sauraient pas quoi en faire. La grandeur ne se justifie pas. Elle s'assume, elle se porte avec la discrétion de celui qui sait, avec la solidité de celui qui a traversé, avec la sérénité de celui qui ne cherche plus à convaincre. Elle n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle n'a pas besoin d'approbation pour être réelle. Elle existe dans la cohérence de tes actes, dans la clarté de ta vision, dans la constance de ton engagement envers toi-même, jour après jour, que le monde regarde ou non. Et c'est souvent là que se fait la vraie différence. Non pas dans le talent, non pas dans les opportunités, mais dans cette capacité rare et précieuse à continuer quand le regard du monde sur toi change, à rester ancré quand les équilibres autour de toi se déplacent et à poursuivre ton ascension avec la même clarté tranquille, que le monde applaudisse ou qu'il résiste, dans cette fidélité à soi-même que rien n'entame, dans cette décision silencieuse, renouvelée chaque jour, de ne pas laisser la médiocrité ambiante définir le plafond de ce que tu es capable d'atteindre. Dans ce refus tranquille, mais absolu de te rendre petit pour que les autres se sentent grands.